Nous avons des invités ce soir. Messieurs, déjà, vous savez qu'on est en pleine semaine YouTube, parce que nous sommes sur YouTube en direct dans le monde entier, worldwide, depuis quelques semaines. Et comme dans le monde YouTube, il faut se faire connaître. Donc, cette semaine, on invite des YouTubeurs en place qui ont des communautés incroyables. Voilà, Bruce Granek était avec nous hier soir. Ce soir, on a Valfoot qui est là. Bruce Kylian Granek. Bruce Kylian Granek. Bonsoir à tous, bonsoir Valentin. Gilbert, et très content d'être là pour célébrer votre venue sur YouTube. Donc, Valentin, bonsoir. Débattre un petit peu de football. Tu vas nous raconter ce que tu fais sur YouTube. T'as une vedette sur YouTube? Tu participes Une vedette, je sais pas, mais je fais des vidéos qui marchent plutôt bien. Donc, d'accord. Okay. Donc ça se passe bien. Donne ton nombre d'abonnés. J'ai 350 000 abonnés. Ah voilà. Sur T'as YouTube. 300, Et je après... croyais que t'allais t'arrêter à 300. Non, et le 1000 300. derrière. D'accord. Okay. Non, 350 000 abonnés, ouais. Donc je parle beaucoup de culture foot, j'essaye de mettre un peu en exergue l'actualité en parlant d'histoire, en allant sur place. Je suis allé à Brighton par exemple pour essayer de comprendre ce qui se passait là-bas, retracer l'histoire du club, parce que c'est un club quand même qui a une histoire assez incroyable. Une démarche journalistique en fait finalement. Exactement, ouais. J'essaye d'adopter une démarche journalistique tout en ayant un peu de liberté, puisque du coup je fais vraiment ce que je veux, je traite les sujets que je veux, etc. Mais ouais, de base c'est vraiment une démarche journalistique que j'adopte sur ma chaîne YouTube. Et ensuite, combien de temps que tu fais ça? Ça fait 5 ans et demi. J'ai commencé en parallèle de ma chaîne, de mes études. Et là, ça fait 1 an vraiment où je suis vraiment que sur ça, où c'est donc tu en vis, mon activité principale. Ouais, exactement. J'en vis et je peux enfin me permettre d'aller vraiment sur place, rencontrer les supporters, voir comment ça se passe. Donc par exemple, tu as rencontré des directeurs sportifs en vrai? Non, c'est une grande première, donc je suis très content. Je suis très content. Est-ce que tu as touché Daniel Riolo? Tu peux toucher, voilà. Il a touché Daniel Riolo. Je lui ai serré la main tout à l'heure quand même, donc voilà, grand honneur. Donc je suis très content d'être là pour parler de ça. Et, Tu es d'où, Valentin? Alors justement, Paris? très bonne question. Non. Ma famille vient de Flers, dans l'Orne. Magnifique, bienvenue. Exactement. C'est ça que je devais dire en premier. Flers de l'Orne. Flers dans l'Orne, pas Tony très loin de... Exactement. Le pays de Tony Chaperon. Tu nous as réveillé Stéphane. Ah, je sais, c'est ce qu'il fallait. J'attendais de le placer au bon moment. Donc ouais, Flers, voilà. Une belle saison en National. Exactement. Juste derrière Alençon. On se Gilbert, il nous disait qu'il a rencontré beaucoup de monde, mais il a encore jamais rencontré de directeur sportif en vrai. Et ben voilà. Non, mais c'est compliqué sans carte de presse. On a beaucoup moins de légitimité puisque du coup, moi, j'ai pas l'étiquette de journaliste, donc c'est plus compliqué de vraiment rencontrer les personnes du club. Là, tu en as un ce soir qui a fait 2-3 trucs. En face de toi, t'as une pointure. Exactement. J'ai cru comprendre. C'est vrai. Donc c'est cool. Qui est avec nous ce soir, autre invité de l'After. Julien Fournier est avec nous ce soir. Grand plaisir, merci beaucoup. Et merci d'être là. Julien, carrière de dirigeant à Marseille, à Nice, plus récemment en Italie, à part, mais une vie dans le foot. Strasbourg. Également, j'ai pris les plus récents. J'ai pris les plus emblématiques. Julien. Marseille, 98-2009. Pourquoi c'est sur la fin, surtout, que ton nom sortait, qu'on t'a connu, époque Pape Diouf? Moi, quand je commence en 98, je suis stagiaire pendant la Coupe du Monde, je finis mes études de droit. Et après, je fais, je crois, 5 faut que tu te rapproches du micro. 5 ans au centre de formation. Donc moi, je suis, entre guillemets, aux manettes avec Pape à partir de 2004. C'est Pape qui te promeut, en fait. Alors, même pas. Au départ, Pape Diouf, évidemment. On se connaissait, bien évidemment, mais on m'avait... L'histoire est curieuse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a toujours une direction un peu bicéphale sous Dreyfus, avec un peu 2 présidents. Et à l'époque, c'était Thierry Delabrosse, qui était plus le président administratif. On le connaissait beaucoup moins. Voilà. On savait qu'il y avait une sorte de pouvoir parallèle, mais... Et c'est lui qui m'avait nommé en fonction à l'OM, et avec une mission non avouée, en fait, qui était un peu de surveiller Pape Diouf, parce qu'on pensait Pape, l'ancien agent, qui avait transféré Drogba, etc., etc. Donc notre histoire avec Pape commence comme ça. Et puis après on s'est plus quitté, quoi. Oui, parce qu'après vous vous entendiez, vous avez été un binôme. Moi, ça a été. Oui, on a été même un trio avec José à l'époque. On a toujours fonctionné comme ça. Mais c'est vrai que Pape, ça a été pour moi, et j'en parle encore avec un peu d'émotion parce qu'il est plus de ce monde-là, mais c'est quelqu'un qui a marqué ma vie professionnelle et qui m'accompagne encore aujourd'hui quand je suis en poste. Et puis ma vie aussi personnelle. Voilà. Beaucoup de gens, et c'est Habib Bey qui disait ça, il avait tout à fait raison. Il disait, et je dis la même chose, que les gens qui ont connu Pape ont tous eu une relation, ont le sentiment d'avoir une relation personnelle, et c'était un peu le père de beaucoup de gens. Ça a été mon père spirituel ou professionnel, mais oui, il a énormément compté. Ouais. Alors, on va
balayer ensemble l'actu du foot, évidemment, parler du match tout à l'heure, du match de demain entre Marseille et Lyon. D'ailleurs, il y a plein d'infos lyonnaises à vous donner ce soir parce que John Textor a connu ce soir une soirée positive. C'est assez rare dans son calendrier. On l'a dit dans l'after hier. Voilà, puisque la DNCG, c'est bon, c'est passé. Et il va pouvoir recruter à Noël. On va vous donner les infos dans quelques minutes. Et puis, autre sujet de l'after tout à l'heure, aux alentours de 23h30, vous saurez tout du phénomène Football Manager. C'est intéressant, Julien, de voir comment les directeurs sportifs bossent avec Football Manager. Il paraît que Longoria a voulu devenir dirigeant de foot en jouant à Football Manager. Tout à l'heure, on avait Ricardo Fati qui lui disait que lui-même, il était complètement malade de ce jeu quand il était jeune pro. Bref, c'est un vrai phénomène de société. On en parlera tout à l'heure. Les jeunes pros, ils sont plus sur FIFA. S'ils veulent être joueurs. Et ça parle évidemment à tous les auditeurs de l'after. Il y avait Ousmane Dembélé aussi qui jouait à Football Manager dans l'avion pendant la Coupe du Monde. Etc. Ah bah voilà. Il avait créé son club, etc. Il s'était mis dans sa petite. T'as joué, toi, Valentin, Moi, beaucoup, ouais. Bah, j'ai compris que je pouvais pas être footballeur, donc je me suis plutôt mis dans la peau d'un DS. C'est ce qui m'allait mieux, donc voilà. Ah, mais alors est-ce que c'est facile d'être DS? Est-ce que tu as été bon? Est-ce qu'à Football Manager, tu as été bon? Ça a dépendu des parties. Parce que finalement, c'est une profession. Alors, Daniel, permets-moi. Je te connais par cœur, là, tu parles. Tu parles de vos trucs, des questions, des machins. Mais on a de la Ligue 2, je te le signale, ce soir. Donc, un petit point direct, notamment le match Saint-Etienne-Guingamp. Édouard G, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Et les Verts qui bien sont toujours sur la même pente descendante. Il y avait un partout à la mi-temps, mais Guingamp vient de totalement renverser dans ce match. Ce sont les Stéphanois qui avaient ouvert le score par Emen Mouefek à la 21e minute, mais Khalidou Sidibé avait logiquement égalisé à la 43e. On s'attendait à un deuxième but guingampais dans le temps additionnel de la première période. Et bien finalement, c'est à l'entame du second acte, à la 56e, que Baptiste Guillaume est allé mettre une tête sur une série de duels aériens perdus par les Verts et donc gagnés par les Bretons, et les Verts qui sont menés 2-1. Des Verts qui sont sur une pente totalement descendante. Ils ont perdu leurs 4 matchs de novembre. Ils sont glissés de la 2e à la 7e place. Et ce soir, on est sur la trace d'une 5e défaite consécutive. Si on en reste là, ça risque d'être la dernière de Laurent Batles à la tête des Verts. 61 minutes de jeu, donc 2-1 pour Guingamp. Et Bordeaux va pas mieux à Queville, Christophe Lécuyer. C'est le moins qu'on puisse dire. Salut Gilbert, bonsoir amis Flérien, Alençonnais, bonsoir à tous. 64 minutes de jeu, 3-0 désormais pour QRM ici sur la pelouse de Diochon. Ça va mal, ça va très très mal pour les Bordelais. C'est Khalifa Koulibaly là, qui a marqué le 3e but pour cette équipe de QRM. Et comme si cela ne suffisait pas, Bordeaux va finir la partie à 10 avec l'exclusion de Gaëtan Westbeck, coupable d'un tacle non maîtrisé tout à l'heure sur un joueur de QRM. Bref, c'est très très compliqué ce soir pour Bordeaux qui prend l'eau sur la pelouse de Diochon. 3-0 ici après 65 minutes. Dans quelques minutes, on fera le point avec Julien Bougnov sur les autres matchs. Relégable en Ligue 2. Alors, et Bordeaux Exactement. Qui est un exemple parfait, puisque Julien nous parlait d'un président et de directeur sportif, ceux qui l'occupaient, d'un club qui ne peut pas bien fonctionner. Président qui n'est pas sur place, je ne parle même pas de ses qualités, je pourrais parler de ses compétences, je ne le fais pas, et directeur sportif qui n'en est pas un, puisque c'est un ancien scout, n'est pas un directeur sportif. C'est pas rédhibitoire, Daniel. Tu peux être ancien scout et directeur sportif. Mais... Tu peux si tu apprends le métier. C'est un métier qui doit s'apprendre. Et Julien va peut-être nous dire ce que c'est aussi qu'un directeur sportif. Mais je pense que Bordeaux ne pourra jamais s'en sortir avec ce binôme. Parce qu'ils ne remplissent pas leur fonction. Daniel, j'aimerais qu'on évacue un sujet d'actualité là assez vite avec Julien, puisque ce matin, et c'est le hasard total du calendrier, puisque nous, on a calé l'avenue de Julien il y a maintenant on ne s'attendait pas à ce que ce matin, il y ait ce dossier dans l'équipe. Et moi non plus. Et ce matin, nouvelle révélation dans l'affaire Galtier. Je rappelle que Julien a été le premier à en parler. C'était dans l'after il y a quelques mois, quelques mois maintenant. Et il a créé l'affaire Galtier. Voilà, donc bon, c'est le hasard. A créé ou révélé en tous les cas. Mais... C'est le hasard. En tout cas, c'est comme ça. Donc, je suis obligé, Julien, il faut quand même que je te pose la question. Que tu as lu l'équipe ce matin, est-ce que tu as été surpris par certaines des révélations qui étaient dans le journal ou finalement non? Surpris, non, parce que c'est dans la droite lignée de ce que j'ai pu décrire ou de ce que j'ai vécu. En revanche, comme vous savez, dans ces sujets-là, et moi, ce que j'ai à un moment donné dénoncé, plein de joueurs ne l'ont pas vécu, parce que ce n'est pas des choses qui se passent devant tout le monde, ça ne se fait pas dans un vestiaire, ça se fait souvent entre 4 murs. Donc, dans ce que j'ai lu ce matin, j'ai aussi découvert des choses. Voilà. Je n'étais pas forcément au courant. Vous allez témoigner, Julien, au procès Galtier ? Vous serez là-bas, vous serez appelé au tribunal ? C'est les victimes qui
vont témoigner et qui vont être à la barre. Oui, mais vous pourriez être interrogé parce que le mail qui est à l'origine de l'affaire, c'est vous qui l'aviez envoyé à Dave Bradford, le dirigeant d'Ineos. Vous pourriez, en tant que témoin, être entendu. Je l'ai été dans le cadre de l'instruction qui a été menée. Et moi, si vous voulez, il y a deux choses que je souhaiterais ajouter. C'est que la première, c'est que pendant longtemps, et je pense que jusqu'à ce matin, les gens ont interprété ça un peu comme une guerre Fournier-Galtier, un règlement de compte de Fournier contre Galtier. Moi, Christophe, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui l'ai fait venir à Nice. J'ai encore beaucoup de considération pour la qualité d'entraîneur qu'il est. Mais aujourd'hui, je pense que ce papier de ce matin... Il y a une cassure quand même là. Non, mais je parlais de l'aspect foot. Ouais. Je parlais de l'aspect foot. Et j'ai encore de la considération footballistique pour Christophe. Christophe, c'est un entraîneur reconnu et qui a toujours bien travaillé. Chez nous, il a un peu moins bien travaillé. Mais si vous voulez, ce matin, pour les gens, et je pense pour le grand public, ce qui est important aussi, c'est que c'est plus Fournier qui, entre guillemets, charge Galtier. Je crois que j'ai dénombré 7, 8 ou 9 personnes. Et donc, c'est pas moi, je ne suis pas dans un règlement de compte avec Christophe, je ne suis pas dans une cabale. Et le deuxième point que je voulais évoquer, qui est crucial à mon sens, parce que je ne vais pas dire que j'ai souffert de ça, mais de laisser penser que je sois dans une cabale, ça me gênait beaucoup. Et en fait, personne ne m'a posé la question pourquoi cet email a été écrit à un moment donné. Et cet email a été écrit pour une seule raison. Parce que dans la discussion que j'ai avec Dave, au moment où on se sépare en bonne intelligence, Dave Brentford, à Nice. qui était au courant de pas mal de choses. Il arrive tard, surtout. Il arrive tard. C'est ça qui m'interpelle aussi. Je vais te répondre. Si tu veux, toute l'année, j'ai un président du conseil de surveillance qui s'appelle Bob Radcliffe, qui est mon patron, puisque je suis membre du directoire, il est mon patron, et Bob est tenu au courant, pas minute par minute, mais à chaque fois qu'il y avait un événement, il était tenu au courant. Mais Bob est démis de ses fonctions, je crois, au mois d'avril. Et donc, je me retrouve avec un nouveau responsable qui était Dev, et quand je lui évoque tout ce qui s'est passé, parce que lui n'a vécu que l'aspect Ramadan, quand j'évoque à Dev tout ce qui s'est passé, sa réponse a été « Oui, Julien, le racisme, c'est grave, mais c'est encore plus grave que de ne pas dénoncer le racisme. » C'est ce qu'on a tous pensé quand vous avez révélé ça. Ouais. Et j'ai dit « Mais ça veut dire quoi ?» Non, je te dis juste que pour nous, les Anglais, c'est encore plus grave de ne pas dénoncer le racisme. C'était un vendredi, avant le dernier match à Reims, et j'ai gambergé cette phrase tout le week-end. Et le lundi, puisque je savais que je partais, c'est simplement tout ce que je lui avais expliqué oralement, j'ai voulu lui mettre par écrit. Donc c'est pas une charge contre Christophe. Christophe, je me suis affronté. Vous faites le même, juste terminer. Vous allez quitter le club. Bien sûr. Vous savez que vous bien sûr, mais c'est entendu depuis longtemps. Les faits, Julien. Et si tu veux, juste, je veux terminer là-dessus. C'est que Christophe, et peut-être il le dira pas, mais on s'est sur ce sujet-là ou sur ces sujets-là, entre guillemets, affrontés tout au long de l'année. J'ai essayé d'être un rempart aussi pour les potentielles victimes qui, pour moi, sont les joueurs, parce qu'on ne parle pas assez des joueurs, mais c'est eux les victimes, c'est pas Julien Fournier la victime là-dedans. Voilà, et je ne peux pas, après avoir passé cette année-là, je ne peux pas entendre que je n'ai pas dénoncé ces faits. Et je rappelle juste que le président du conseil de surveillance, à ce moment-là, avait quitté ses fonctions. Non, mais c'est tout ce que je voulais dire. Que vous dénoncez, Julien, c'est en août, puisque ça se passe dès le mois d'août. Dès le mois d'août, il y a affrontement avec, dans votre bureau, Christophe Galtier et son fils adoptif. Donc vous avez quand même fait une saison complète avec lui. C'était assez facile d'arrêter rapidement le. Si tu veux, c'est que tu as des périodes dans une saison, tu as des périodes cruciales. Dans les deux mercatos, et puis là, en l'occurrence, une période qui était le Ramadan. Et donc, cette période il intervient cette année-là. Cette période du mois d'août que tu évoques, il y a effectivement en fin de saison. Cette prise de bec forte. Mais après, j'en entends plus parler. Moi, de août jusqu'à décembre, on est deuxième à la trêve en plus, les choses se passent bien, on fait franchement une bonne saison. Après, effectivement, il y a le mercato de janvier avec le pauvre Bilal Brahimi qui cristallise beaucoup de tension, et après on peut débattre sur la valeur du joueur, sur son intégration ou pas, etc. Mais ça a cristallisé beaucoup de tension. Et puis, voilà, le Ramadan arrivant, la tension, effectivement, est montée. Il y a un entraîneur qui va être, il y a un entraîneur qui va être au tribunal dans 15 jours
donc il peut être condamné à de la prison ferme, on verra, enfin, il va se défendre évidemment. Vous, votre conscience, Julien, elle est tranquille par rapport à tout ça? Vous vous dites que vous avez fait ce que vous deviez faire dans les temps où vous deviez le faire? J'ai déjà répondu. Tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, je pense avoir répondu. Et moi, je considère... Je vais te répondre. Je considère ou je vais vous répondre, pardon, parce que... Non, on peut se tutoyer, c'est pas gênant. Ouais. On se tutoie dans le privé, c'est vrai. Voilà. Moi, je considère qu'un club de foot, une équipe de foot, un vestiaire, c'est un lieu qui doit symboliser le vivre ensemble. On peut être, moi je suis, alors pour le coup, ni catholique, ni musulman, ni juif, je suis athée, mais par contre, j'essaye de comprendre et j'essaye d'avoir une vraie tolérance, et je pense qu'un vestiaire de foot, c'est peut-être, et par les temps qui courent aujourd'hui, peut-être le dernier endroit qu'on doit sacraliser pour que les gens vivent bien ensemble. On est tous d'accord là-dessus. Ben oui, mais quand je pense que c'est bien d'être d'accord, et quand on vit des choses qui vont à l'encontre de ça, en tout cas, moi, je me suis senti de combattre ça. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, bien évidemment que je suis en paix avec moi. Moi, j'ai au bout de ma pensée, Julien. Oui, je me permets. Moi, je suis complètement en phase avec ça. Sauf que je me dis que si la saison se déroule différemment, si tu restes à ton poste, etc., il n'y a pas la lettre. Voilà. Je pense qu'il y a quand même une part de règlement de compte et il y en a même la volonté de te faire la peau de Galtier. Est-ce que tu as écouté ce que j'ai dit tout à l'heure sur la genèse de cet email? Moi, si tu me dis d'août à décembre, les résultats vont bien, on met le truc sous le tapis, ça me gêne. Parce que c'est pas un problème de résultats qui vont bien, de deuxième à la trêve ou pas. S'il y a un problème, ou je m'exprime mal, ou tu n'écoutes pas ce que je dis. J'ai dit qu'il y a eu un vrai problème au mois d'août. Qui semblait, de mon point de vue, être réglé, puisqu'il n'y a plus de signaux. D'accord. Et ensuite, il y a eu le mercato de janvier avec la venue de Bilal qui a beaucoup cristallisé les choses. Ouais. Et c'est à partir de cette période, jusqu'à la période du Ramadan, avec un énorme pic au niveau du Ramadan, où il y a eu des prises de bec. Après, moi, je ne suis pas là pour convaincre, ni te convaincre, ni convaincre les auditeurs. Et je répète encore une fois, moi, j'étais venu pour parler de foot et je veux qu'on parle de foot. On va le faire. Non, on va le faire. Il y a juste, pour rebondir sur ce que tu dis, Stéphane, il y a une personne qu'on oublie dans toute cette histoire. Moi, après, j'ai pas énormément de questions parce qu'à partir du moment où Julien ce mail est sorti, l'enquête est en cours, les révélations de l'équipe sont fortes, elles vont dans le sens de ce qu'on pressentait. Mais il y a une personne dont on ne parle pas dans cette histoire et qui a assisté à 2 réunions qui étaient houleuses. Où tu contestais Christophe Galtier sur des positions évidemment contestables. 31 mars, 5 avril, 2 grosses engueulades. River est là. River, c'est pas un anonyme dans le club. Lui, il n'a rien dit. Dans le rapport de police, en tous les cas, il dit rien. Il dit qu'il n'était pas au courant. Voilà, il n'était pas au courant. Et c'est faux. Et moi, je pense qu'il ment. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Julien? Donc, que quelqu'un mettre du temps. Moi, je crois que c'est jamais facile de dire ce genre de choses. Surtout dans une structure qui est un club de foot où tu as des dirigeants qui sont anglais, des joueurs. Souvent dénoncés, tu sais pas, parce que tu te demandes aussi. Non, puis c'est dur. Accuser quelqu'un de raciste, c'est très lourd. Il y a un truc dans cette affaire qui me perturbe, c'est les joueurs. Il y en a qui parlent. Il y en a, ils sont allés devant les policiers, les juges, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Il y en a même qui les avait pas touchés. Il y en a même qui démentent que Christophe Galtier. On a entendu Andy Delors sur notre antenne cet après-midi. C'est pas facile. De donner une autre version de l'affaire Boudaoui. Au milieu, à quel moment ça arrive? Est-ce que tu t'en vas quand tu le fais pas? C'est jamais simple. Mais je reviens là-dessus. Les deux réunions, 31 mars, 5 avril. Merde, son prénom m'échappe. Jean-Pierre River. Jean-Pierre River est là. Lui, il n'a jamais rien dit. Et il a même nié, il a même dit qu'il n'était pas au courant. Et là, là, c'est une question que je pose parce que lui, il est encore en place à Nice. Julien, tu veux répondre là-dessus? Non, je crois que je me suis assez exprimé sur le sujet. Bon, dans ces cas-là, on dit no comment. Le sportif dans quelques instants. On va parler de la réussite actuelle de Nice parce que c'est important là d'avoir ton point de vue sur ce qui se passe parce que finalement tu as peut-être planté les graines là de ce qui se passe aujourd'hui, de la situation de l'OM, de ce qui se passe dans le foot français parce qu'on a plein d'infos à partager aussi. Ça a évolué aussi aujourd'hui concernant les problèmes de sécurité dans les stades. Voilà entre autres sujets à venir dans l'after. Julien, rapido, y a-t-il eu début en Ligue 2 par ailleurs? Oui, il reste à peu près 15 minutes à jouer sur les pelouses de Ligue 2. 2-1 pour Pau désormais face à Valenciennes, 2-0 pour 3 face à Amiens, 2-0 pour le PFC face à Rodez, 3-0 désormais pour Bastia sur la pelouse de Dunkerque et 2-0 pour Auxerre sur la pelouse de Concarneau. Ça n'a pas bougé sur les autres matchs. Mais surtout Ajaccio mène 1-0 contre Laval. Exactement, et pour l'instant ça veut dire que Angers reprend la tête de la Ligue 2. Allez, à tout de suite dans l'after. Le débat continue. Nice, Marseille, entre autres programmes dans les minutes qui viennent avec Julien Fournier, Stéphane et Daniel.
Daniel Riolo est là, Stéphane Guy est là, il est 22h24. Valfoot également avec nous, youtubeurs qui participent à nos débats. On reviendra sur ce que tu fais un peu plus tard. Julien Fournier avec nous également ce soir. Je rappelle que notre grand jeu de Noël continue. Inscrivez-vous, vous envoyez Noël par SMS au 7 32 16 pour ouvrir le coffre tout à l'heure. Et puis les directs, les gars, point score entre Saint-Etienne et Guingamp-Édouard. À 13 minutes de la fin, toujours avantage pour Guingamp, 2-1 et donc on se dirige vers la 5e défaite consécutive des Verts de Laurent Batles. QRM Bordeaux, Christophe. Il reste 9 minutes à jouer ici à Diochon. Ça va un petit peu mieux pour les Bordelais qui se sont timidement réveillés en réduisant l'écart. Le but signé Ellis qui permet aux Girondins de revenir dans cette partie. Ils sont toujours menés, certes, mais ils ne sont plus menés que 3-1 à 9 minutes maintenant de la fin du match. Julien, Nice fait un excellent début de saison. Bon, ils ont perdu pour la première fois là, ce week-end. Est-ce que tu es surpris par ce que tu vois, toi qui connais bien la machine là, de l'intérieur? Non, surpris non, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de qualité sur le terrain. Le calme est revenu aussi dans le club. Ça y fait. Je pense que un garçon comme Florent Ghisolfi aussi, je pense, a apporté du calme, de la sérénité, et c'était important. Moi, j'étais juste un peu... Je m'attendais à autre chose sur le terrain par rapport à ce qu'avait un peu annoncé le coach. Un peu plus de spectacle. Il se revendiquait, et je pense que c'est vrai, de Zerbi. Donc je m'attendais à peut-être un autre style. Je rappelle que De Zerbi a fait partie des cibles que tu avais à l'époque, toi, pour Nice. Oui, après Christophe, oui, c'est vrai. Mais une fois que j'ai dit ça, je pense qu'il tire 200% des forces de cet effectif, et notamment derrière. C'est une équipe qui est remarquablement organisée. Pour les gens, pour les non-supporters niçois, elle est peut-être un peu difficile parfois à regarder, je peux le comprendre. Mais moi, je suis tellement content pour les garçons. Je vois Bulka qui s'éclate, Dante, que j'ai eu encore au téléphone hier, qui rajeunit d'année en année, qui est incroyable. Todibo, pareil. Voilà, toute l'assise défensive, je trouve Youssouf incroyable aussi. Et j'espère qu'ils auront la possibilité en janvier peut-être de se renforcer sur un poste. Moi, j'ai bien aimé Mofi sur un côté contre Nantes, malgré la défaite. Je pense que s'il se renforce intelligemment devant, je pense que c'est une équipe qui peut durer. Qu'est-ce qui est le plus dur dans un club? C'est de démarrer après une saison qui s'est mal finie, nouvel entraîneur, nouveau directeur sportif, démarrage de nouvelle aventure, ou quand on réussit, imaginons que Nice termine 2e et en vienne à devoir préparer la Ligue des Champions. C'est quoi le début de saison le plus difficile dans ce cas-là pour un directeur sportif à préparer? C'est la deuxième hypothèse. Félicitations, tout. C'est la deuxième hypothèse. Quand tu passes un cap comme ça, moi je me souviens de notre 2e année à Nice où on finit 4e, après avec Claude Puel, c'est la première année de Claude. Les gens inconsciemment se sont dit, on a Claude Puel qui était à l'époque il sortait une Ligue des Champions avec Lyon, on avait le nouveau stade, on venait de finir 4e. Et j'ai constaté une espèce de relâchement dans le club, mais à tous les niveaux, parce que ça y est, on pensait être un grand club ou une grande équipe parce qu'il y avait Puel, le grand stade, et qu'on a fini 4e. On se relâche, c'est le moment de ne pas le faire. Pourtant, on le sait que c'est comme ça. On le sait, mais c'est totalement inconscient. Et quand on parle, tu sais, souvent, et j'écoute votre émission avec attention, et souvent vous parlez d'expérience dans les grands clubs. L'expérience, bien sûr qu'elle est sur le terrain avec certains joueurs, etc., mais elle est surtout dans l'environnement. Et Nice, ça restait un club jeune. Et c'était la première fois qu'on faisait une Coupe d'Europe depuis. Donc quand je te parle d'environnement, c'est que le joueur, inconsciemment, il a oublié tous les efforts qu'il a fait l'année dernière. Mais c'est inconscient ce que je te raconte, c'est même pas palpable. Mais c'est valable aussi pour un club qui a fait plusieurs fois la Coupe d'Europe et qui va faire une Ligue des Champions. Je pense que l'année d'après est toujours beaucoup plus compliquée. Donc, il faut renouveler l'effectif. Et quand je n'ai pas en fait fini ce que je souhaitais dire sur l'expérience d'un club, c'est important bien sûr d'avoir un entraîneur qui a assez vécu là. Jouer tous les 3 jours, c'est plus la même chose. Mais je pense que c'est important aussi d'avoir des dirigeants qui ont vécu ça. Moi, modestement, c'est vrai que je l'avais vécu avec Marseille. Claude l'avait vécu, mais on s'est retrouvés, Claude et moi, face à un environnement qui était presque surexcité et qui est quasiment impossible à contrôler. Et l'année d'après, avec la même équipe, je crois que Sivelli en moins, on finit 17e. 17e. Donc, tu parlais d'inconscient, il y a peut-être un truc qui est conscient aussi dans ce genre de club qui a réussi des belles saisons. Le truc conscient, c'est les sollicitations. C'est le joueur qui a fait une belle saison, les agents qui tournent autour, le transfert où on promet le double du salaire que tu touches dans ce qui est considéré un club moyen. Ça, il faut le gérer quand tu es bien sûr, il faut le gérer. Bien sûr, il faut le gérer. Là, en l'occurrence, on avait gardé la même équipe.
avec Zvitanic, à qui on avait refusé de partir, parce que c'était le dernier jour du mercato. Mais bien évidemment, c'est des choses qu'il faut gérer, et parfois, il faut même accepter de vendre et apprendre à vendre, parce que avec l'expérience, on peut aussi anticiper que ce joueur-là, qui a des attentes incroyables et qui va pour lui faire l'année de pro. Il a tout donné de ce qu'il pouvait donner. C'est des choses qu'il faut aussi, savoir sentir. Et la question de Stéphane, alors ça veut dire qu'il y a, dans ces moments charnières-là, quel est le pourcentage de renouvellement idéal qu'il faudrait arriver à insuffler? Pour moi, il n'y a pas de règle. Non, il n'y a pas de règle. Tu observes chaque joueur, tu regardes sa situation. Je vais te donner un autre exemple, qui est celui de l'entraîneur. Quand on refait une deuxième fois 4e avec Claude, c'est l'année où il y a Hatem Ben Arfa, où, de mon point de vue, ça a été une des plus belles années au niveau du jeu, niçoise. On prend la décision d'arrêter avec Claude. Les gens, personne ne comprenait en disant mais l'équipe joue super bien, vous finissez 4e, et on sent que c'est le moment, pour plein de raisons aussi, qu'il y a une forme d'usure. C'est risqué de dire. Quand tu le sens ça, l'usure de. Parce que moi, par exemple, j'ai toujours été dans les vestiaires. Ça peut paraître curieux. Quand je parle des vestiaires, c'est jour de match. Et pour moi, c'est là qu'est le poumon de l'équipe. Un avant-match, une mi-temps, une fin de match. Tu sens, tu palpes si la connexion entre l'entraîneur et son vestiaire est toujours là. Et ça peut... Des entraîneurs se disent je suis observé, je suis épié, etc. etc. C'est pas du tout le cas. Au contraire. Par qui? Par le DS? Si je suis là, moi on m'entend pas, je ne parle jamais. Ouais. Je n'ai jamais pris la parole dans un vestiaire, je ne crois pas à ça. C'est le territoire de l'entraîneur. Par contre, mon métier, mon travail, c'est de sentir la connexion entre un entraîneur et son vestiaire. Et parler aux joueurs? Dans le vestiaire, non, jamais. Pas à ce moment-là, mais dans la semaine et tout. Mais je vais t'expliquer pourquoi c'est important aussi dans l'autre sens. Et je reprends l'exemple de Claude, la deuxième année de Claude, après qu'on ait fini 4e, il perd 8 matchs d'affilée. L'environnement, c'est-à-dire les médias, les supporters. Il faut le virer, quoi. Tout le monde. Il faut le virer, il faut le virer, il faut le virer. Vous l'avez maintenu. Nous, on l'a maintenu parce qu'on sentait, j'allais dire, on savait qu'on était sur le bon chemin. Et on a même prolongé Claude. Et à l'époque, ça a fait un tollé. Mais si je ne suis pas dans le vestiaire, si je ne sens pas qu'on est sur le bon chemin et que 8 défaites, 8 défaites, un entraîneur, il saute. Pour moi, c'est extrêmement important d'être au contact de l'équipe, là. Après, ce que tu disais dans la semaine, moi, je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas joueur et je n'ai pas été joueur. Donc, je ne connais pas l'impact que peut avoir un discours collectif, un discours d'un entraîneur à un collectif. Et c'est le rôle de l'entraîneur. Pour savoir si le message passe encore, si le joueur est encore concerné et a encore envie de bosser avec l'entraîneur, ça passe pas par une discussion où tu sens que le gars est encore... Non, ça tu le vois à l'entraînement. Tu vois comment les gars sont impliqués à l'entraînement. Tu vois aussi les réactions de ton entraîneur. Les entraîneurs, j'ai eu à le dire à plusieurs reprises, même si parfois ça se finit pas bien avec eux. Moi, s'il y a un métier que j'admire dans le foot, c'est pas le mien, c'est pas scout, c'est pas président, c'est celui d'entraîneur. C'est le métier le plus dur qu'ils ont. Et donc, moi, je considère que une grosse partie de mon travail, c'est de faire en sorte que l'entraîneur garde sa fraîcheur. Sa fraîcheur dans la décision, sa fraîcheur dans le management, sa fraîcheur tactiquement, sa fraîcheur dans... Et donc, si tu n'es pas au contact d'un groupe, si tu n'es pas aux entraînements, si tu n'es pas dans le vestiaire, tu ne peux pas sentir ça. Et encore une fois, je répète, le vestiaire, par exemple, dans la semaine, je ne vais jamais dans le vestiaire des joueurs. Jamais, c'est pas bon. Mais c'est la place de l'entraîneur. Mais mon rôle, c'est de sentir les choses. Une pause et on revient. Julien, début, à nous signaler dans le quatrième des Bastiais sur la pelouse de Dunkerque, ça fait 4-0 pour Bastia maintenant. Et le troisième pour Pau, 3-1 face à Valenciennes, le doublé pour Moussa Sylla. Bordeaux revient également, Christophe. Le suspense s'est relancé, messieurs, dans cette fin de match avec la nouvelle réduction de l'écart des Bordelais. Le doublé pour Ellis qui permet à Bordeaux de revenir à 3-2. On s'apprête à rentrer dans le temps additionnel. À 10 contre 11. Et à 10 contre 11. Dans un instant, après Nice, on va parler un peu de Marseille avec Julien Fournier, alors que Guingamp vient de marquer à Saint-Etienne, Edouard. Et le troisième but, 3 pour Guingamp, donc c'est sûrement à 4 minutes de la fin. Eh bien, la 5e défaite pour les Verts qui se dessine.
et sûrement la fin de l'ère Laurent Batles à la tête des Verts. 3 Voilà. donc à la 87e. Tu vois comment ils sont les médias 5 défaites. Batles, pam. Edouard, il l'envoie déjà. Il l'envoie C'est ce valser. qui se murmurait avant le match. Hein. Voilà. Merci Edouard. Non, c'est toi qui veux le sortir, Edouard, c'est tout. T'as envie de le sortir, sors-le. Allez, à tout à l'heure pour confirmer les résultats. Et nous, on continue le débat avec Julien Fournier. On va parler de l'OM dans quelques instants. L'OM qui joue demain face à Lyon. Il y a un ancien niçois qui est en train de flamber en Angleterre. Luton est en train de battre Arsenal 3-2 avec un but de Ross Barkley, le fantôme que Ross Barkley. Incroyable. Eh oui, 3-2, ils étaient menés 2-0, ils mènent 3-2, maintenant ils étaient menés 2-1, ils mènent 3-2 contre Arsenal. Oui, mais les Anglais comme ça, Côte d'Azur, il fait trop chaud. Après, ils prennent. Luton, Daniel, je t'ai mis en garde. On est Même rougeur. Michel, t'as vu, il était tout rouge tout le temps. tout rouge et tout, et après ça les fait vriller. Allez, à Même tout pas de de suite. Radcliffe à rougi. À tout de suite. 22h38, Stéphane Guy, Daniel Riolo, Valfoot avec nous, youtubeur bien implanté, et Julien Fournier qui est là. Valentin, oui, vu que tu es un directeur sportif en face de toi maintenant, Voilà, j'en ai vas-y, profité, c'était une question, tu peux y j'avais aller. quelques questions. Mais c'était surtout, vous parliez tout à l'heure du relâchement, souvent en tout cas vous l'avez constaté à Nice, après une très bonne saison et avant l'Europe. Et je voulais savoir si selon vous c'était propre au football français ou si, parce que ça arrive quand même très souvent au club français et on le voit après. En Europe, il y a les jeudis noirs sur l'after, donc vous êtes coutumier. J'espère. Pour moi, ça c'est un deuxième sujet, savoir la performance des clubs français en Coupe d'Europe, etc. Après, le relâchement, moi j'ai travaillé à Parme, mais on ne faisait pas la Coupe d'Europe, j'ai travaillé qu'en France, donc je peux parler que de la France. Et puis en France, il y a tous les ans, il y a un peu une équipe surprise. Et c'est pour ça que je suis curieux de voir la saison que Lens va faire. Et pour l'instant, Qu'est-ce que tu en penses du début de saison de Lens? c'est ce que j'ai, c'est sans prétention, mais c'est un peu ce que j'ai vu immédiatement. Et je pense qu'après, ils sont assez bien structurés en interne. Je pense qu'ils ont un entraîneur que je connais pas du tout, mais qui me donne le sentiment d'être quelqu'un qui maîtrise parfaitement son sujet. Je parle du sujet management. Ouais. Et puis, ce qui est important dans les clubs, c'est est-ce qu'il y a un environnement pour faire du haut niveau? Quand je parle d'environnement, encore une fois, c'est les supporters, les médias, les acteurs locaux, un stade. Moi, je pense que Lens, il y a un environnement pour faire du haut niveau, ce qui n'est pas le cas de tous les clubs français. Et parfois, quand cet environnement vous garde, entre guillemets, un peu sous pression, ça peut être positif. Ils ont plutôt bien rebondi, les Lensois, après un mois d'août. Moi, je suis assez positif sur Alors, leur Julien, il y a une capacité à rumeur à remonter. Marseille. Il y a une Il y a une rumeur à Marseille. Non, mais c'est à Marseille, tous les jours, il y a des rumeurs. Il y a une rumeur à Marseille qui dit que Julien Fournier va bientôt arriver avec des Saoudiens. Voilà. Ah oui, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, mais je ne suis pas au courant, en fait. Je l'ai lu, mais j'y suis absolument pour rien. Non, il n'y aura pas... En tout cas, l'OM t'y retournera en courant. Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Oui, Marseille, j'y ai passé 12 années. J'étais... même si ça plaisait pas aux Niçois, mais je m'en cachais pas, j'ai grandi dans ce stade aussi. Donc j'ai un attachement particulier pour ce club, cette ville. Et pour répondre et pour être transparent avec vous, c'est pas Julien Fournier, il va venir avec les Saoudiens, c'est qu'à un moment donné, il y a eu quelqu'un qui s'est intéressé au club et qui a pris contact avec moi parce que il savait que je connaissais l'environnement et pour savoir si il y avait la possibilité d'eux. Et puis Quelqu'un de sérieux, c'était pas un Canadien avec un nom libanais ou un Tunisien à chapeau? Non, justement, et c'est pour ça qu'il n'y a rien eu dans la presse et que je suis libre d'en parler aujourd'hui parce que. Et puis. Mais voilà, et donc je suis juste allé prendre les informations, et puis le vendeur n'étant pas vendeur, pour moi, il n'était pas question de faire une deuxième. Mais il est vendeur, mais courte. Ah, je vous dis, je sais pas. Si on met l'argent sur la table, il est vendeur. Bah, tu sais mieux que moi, alors, parce que moi. Julien dit que non, tu dis que non, toi. Mais à une époque pas si lointaine, il y a eu ça, et puis poliment, gentiment, mais fermement, il m'a fait dire, c'est pas lui directement, mais il m'a fait dire qu'il voulait garder le club. Et je crois que quand on aime un club aussi, je pense qu'il ne faut pas y aller mettre le bazar, crier sur tous les toits queues, etc., etc. Donc, si un jour il est vendeur, si un jour il y a quelqu'un qui vient me voir parce que ça l'intéresse, pourquoi pas, pour répondre à ta question. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est il plus est du vendeur, fantasme. obligatoirement, il est vendeur parce que il n'a aucun intérêt à être là. Si tu me démontres qu'il a un intérêt à côté. Au début, il en avait un. Aujourd'hui, il n'en a pas. Donc, c'est une affaire de prix. Bon. Le mec qui viendra et qui lui donnera... Parce que je pense qu'aujourd'hui, il en veut un peu cher. Il en veut autour de 400. 400 millions. Ce qui est cher. Et il ne va pas trouver là comme ça. Pourquoi tu dis que c'est cher Pourquoi tu dis que c'est cher Dans le marché français, 400 millions aujourd'hui, à part sauf si un Saoud vient, bon, pour eux, c'est rien du tout. Donc, pourquoi pas, quoi. Mais
Au début, on sait, il est venu, il avait des vues sur certains business dans la ville, tout ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Pour lui, c'est juste une emmerde d'avoir l'OM. Il n'a pas de plaisir, il n'aime pas le foot, c'est pas son truc. Il a pas... Voilà. Donc, si quelqu'un met l'oseille, évidemment qu'il vend. Évidemment. Non, mais tout ce que tu dis, ça a beaucoup de sens. Après, moi, je suis pas dans sa tête et peut-être que lui prend aussi du plaisir. Non, peut-être pour son business. Il prenait du plaisir, il ne prend pas de plaisir. Honnêtement, j'en sais rien. Et ça valorise pas son business. Comment est-ce que tu juges le boulot de Longoria ? Moi, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il est arrivé dans une période super compliquée pour l'OM. Il passait après quelqu'un qui, bon, c'est facile, j'ai envie de dire, c'est facile de passer après Jacques-Henri Hérault. Mais pour moi, il a apporté de la sérénité au club. Je trouve qu'il a remis l'équipe au cœur du projet. Il a fait, de mon point de vue, des bons choix. Puis il a eu des résultats. Donc pour moi, il a bien. Mais ça, c'était avant. Cette année, on a l'impression que le jouet, le système, en fait, ce qu'il a voulu mettre en place, c'est un peu. Daniel, moi, je suis pour faire ce métier-là. Je suis assez indulgent avec les dirigeants de foot et je vais essayer de m'en expliquer. C'est-à-dire que c'est des métiers, un peu comme pour les entraîneurs, où il faut garder beaucoup de fraîcheur, beaucoup de lucidité. Et je pense que les années faisant, et j'ai vécu ça à Nice, qui était un petit club par rapport à l'OM, mais on a une forme de perte de lucidité, une perte de fraîcheur. On devient peut-être un peu moins performant. Là où tu veux dire quoi, le dirigeant en place, au fil des années, il peut perdre un peu le contrôle. Je pense que s'il n'est pas bien entouré, pour moi, un président, par exemple, c'est pas quelqu'un qui fait le mercato. Ah bah là, le président. Non, mais je parle pas de Pablo. Oui, mais là, Pablo, en l'occurrence, il le fait, il le kiffe et il kiffe faire ça. Moi, je pense que si on veut qu'un club performe, il faut une organisation claire. Il faut un président qui fixe une stratégie en accord avec l'actionnaire, et ça c'est essentiel. Après, il faut des gens autour. Le foot, c'est plus comme il y a 20 ans où il y avait juste peut-être un président et un entraîneur, éventuellement un directeur sportif et il faisait tout, c'est fini. Aujourd'hui, un entraîneur, il va gérer peut-être 20 ou 25 personnes en direct. Quels sont les clubs français qui te paraissent justement de ce point de vue-là les mieux structurés? Mais c'est fini en Ligue 2, donc on va faire un point score définitif sur ce qui s'est passé ce soir. D'abord à Saint-Etienne, Edouard, Saint-Etienne-Guingamp. Et des sifflets qui accompagnent la fin de cette rencontre et surtout la 5e défaite consécutive des Verts qui avait pourtant ouvert le score, mais Guingamp a tout renversé, notamment en deuxième période. 5e défaite consécutive pour les hommes de Laurent Batles. Un stade calme pour le moment avec des joueurs qui vont discuter avec le COP Sud. On va suivre bien évidemment, c'est déjà une très bonne nouvelle. La traditionnelle séquence discussion supporter-joueur. Exactement, et on va bien évidemment suivre l'après-match pour savoir ce qu'il en est du sort de Laurent Batles qui était déjà sur un fil ce dimanche. Tu nous tiens au courant. Terminé entre QRM et Bordeaux, Christophe. Ouais, Bordeaux a espéré en fin de match, mais s'est réveillé trop tardivement. Succès de QRM 3-0 à Soumano Camara Koulibaly pour QRM. Le doublé d'Hélice en fin de match pour Bordeaux qui est 17e ce soir et en grand danger. Les autres résultats définitifs, Julien? 2-0 pour Ajaccio face à Laval. Donc l'information de la soirée, c'est que Angers prend la tête de la Ligue 2 devant Laval, Angers qui a gagné justement sur sa pelouse face à Grenoble. Auxerre est allé gagner à Concarneau 2-1. 5-0, c'est le carton de la soirée pour Bastia sur la pelouse de Dunkerque. Pau a battu Valenciennes 3-1. Paris FC 2-0 face à Rodez et 2-0 également pour 3 face à Amiens. Il y a eu 28 buts dans ces 9 matchs de Ligue 2, donc on ne s'ennuie pas en Ligue 2. C'est presque aussi bien que la Première Ligue. Comment ils nous ont vendu la Ligue 2 hein? On te la laisse la Ligue 2. On va garder la Première Ligue, ça t'ennuie pas, Julien. Dans un instant, on continue le débat. Marseille, Lyon également au programme, la DNCG aujourd'hui, c'est important. Avec Valentin, avec Julien, Daniel. On va revenir sur l'aspect le président qui au bout d'un moment doit être entouré, sinon il perd pied, parce que on a coupé un moment important. Très bien, et bon, on reprendra exactement là dans quelques instants. Allez, 22h51, Julien Fournier avec nous ce soir, Daniel Riolo et là, Stéphane Guy est là, Valentin, youtubeur sur sa chaîne Valfoot. Abonnez-vous, bien sûr, allez voir ce qu'il fait. Valentin, ta dernière production Brighton, c'est ça? Non, c'était il y a un peu plus longtemps. Là, je suis allé à Leverkusen ce week-end, justement, pour raconter un peu l'histoire du club. T'as vu le match contre le Borussia? Exactement. J'étais au match contre le Borussia, rencontrer un peu des gens, etc. Et comprendre la renaissance aussi depuis l'arrivée de Xabi. Voir comment il est vu et comment il voit à l'intérieur du club les supporters, etc. Et parler aussi à des supporters de Dortmund pour comprendre aussi comment le club est vu par les autres supporters, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de... Moi, je conseille tes vidéos, elles sont vraiment bien foutues. C'est très gentil, merci beaucoup.
Non, mais nous qui sommes pas, nous on est un peu des vieux. Nous, On les est des vieux youtubeurs, nous. On est des youtubeurs, tu vois, cinquantenaires. Donc, Nous, on est sur Dailymotion, on n'a pas encore compris que ça. C'est en train de repartir Avec des les Dailymotion. Bon, Daniel, on en était au poste de président. Oui, l'usure, l'entourage du président. À la gestion, à l'usure du pouvoir et au fait probablement que quand ça marche, il doit y avoir une sorte de cocotte qui boue et il faut gérer tout ça. Oui, il faut gérer surtout dans certaines villes. Voilà, surtout dans certaines villes et la majeure partie des dirigeants ou des présidents, enfin, c'est rarement des ex-joueurs ou des ex-entraîneurs qui ont connu cette médiatisation, etc. Et c'est des gens qui ont accès à ça et qui parfois le vivent curieusement et ils touchent plus terre, quoi. Et année après année, enfin, moi je sais que à mon tout petit niveau, il m'est arrivé, j'étais super gêné, mais il m'est arrivé à ce qu'on me demande un autographe. Alors il y a mon fils à côté qui se foutait de moi, bien évidemment. Et donc, si on n'a pas les pieds sur terre, si on ne réalise pas on n'est rien ni personne médiatiquement, moi j'ai vu des gens, et notamment à l'OM, des présidents, mais péter les plombs complètement. Donc oui, je pense qu'il y a une usure du pouvoir, il y a une usure par la notoriété. Et en étant moins lucide, on devient moins. Club, en fait. En France, tu me poses la question, mais tu sais bien, en France, il y a des clubs où on connaît plus le président parfois que certains joueurs. Moi, j'ai vu un président faire un tour d'honneur d'un stade après une victoire de son équipe. 15 jours après, il y avait le remontada. Oui, mais tout seul, sans les joueurs. À la fin du match, quand je vois il a fait le tour du Parc des Princes tout seul. Applaudir la tribune comme ça, comme un attaquant quand il sort, tu te dis qu'est-ce qu'il fait là en fait, et il le fait. Ça lui a monté au sous-bille. Non, mais est-ce qu'il y a en France un club modèle? Ça que je voudrais. Est-ce qu'il y a une organisation qui te plaît là en ce moment? Tu vois, par exemple, ce qui se passe à Brest, je sais pas. Je parle pas des personnes parce que je les connais pas. Non, mais l'organisation que Pablo avait mis en place. Ouais. Avec un président, pour moi, normalement, qui doit faire la stratégie, un directeur du football, c'est-à-dire un directeur général du foot qui gère toutes les activités connexes au football. Ouais. En dessous, un directeur sportif, mais qui va être beaucoup plus terrain, c'est-à-dire qui va être au contact quotidien, proche de l'équipe. Et ensuite, parce que souvent on l'oublie, une cellule de recrutement extrêmement fournie. Et je crois que je suis un peu inquiet pour l'OM parce que j'ai l'impression qu'elle s'est un peu déplumée. Et à côté, il y en a beaucoup qui sont partis à Lyon. Un directeur général des activités économiques, qui est au même niveau qu'un directeur du foot. Et là-dessus, moi, j'aime beaucoup cette organisation. Après, bien évidemment, c'est comme une équipe. Vous allez me dire, est-ce qu'il faut 2 centraux? Après, c'est qui vous mettez au poste. Ça, c'est bien évidemment extrêmement, extrêmement important. Et toi, le fait de ne pas travailler là depuis quelques mois, d'avoir eu cette expérience pas forcément heureuse en Italie, quand tu vas revenir en fonction, dans ce rôle-là, qu'est-ce qui t'aura changé? Qu'est-ce que tu vas, toi, dans ton mode de fonctionnement, modifier? Alors, je pense que, comme je vous ai dit, j'ai fait 12 ans à Nice et aujourd'hui, je me rends compte que j'avais peut-être perdu un peu de fraîcheur aussi et que j'étais peut-être moins performant que je n'ai pu l'être à un moment donné. Donc, quand on revient, on va retrouver cette fraîcheur. L'idée, c'est quoi? C'est de ne pas la perdre, bien évidemment. Et moi, cette période de non-activité éveille ma curiosité sur certains aspects, notamment la data. J'entends beaucoup parler la data. Donc, comme c'est vrai que c'est pas naturel pour les gens de ma génération, il y a une solution de dire c'est de la merde et puis moi je suis plus fort que la data. Il y a une solution de c'est la data, on y va. Puis moi j'essaye aujourd'hui de comprendre et je rencontre beaucoup d'entreprises qui font de la data avec un œil critique, mais j'essaye de me nourrir de ça aussi. Et puis en fait je bosse intellectuellement dans comment justement bâtir une organisation performante pour un club, mais à tous les niveaux. Ça veut dire que même sur un département de performance, c'est-à-dire, ça va être la nutrition, comment la récupération, comment les gens doivent travailler ensemble, qui doit manager qui, quelle est la place de l'entraîneur dans le recrutement. Enfin, tous ces sujets, finalement, où quand vous êtes dirigeant, vous n'avez pas le temps de prendre du recul, vous n'avez pas le temps de réfléchir. J'essaye de la poser pour, si j'ai le bonheur de repartir dans un club, d'être opérationnel immédiatement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Julien Fournier est disponible? Oui. Et on va dire sur le marché des dirigeants. Mais Julien Fournier a connu l'OM, il a connu Nice. Dans un club en France, Julien Fournier veut un certain standing. C'est pas non, parce que si je réponds comme ça, c'est super prétentieux et c'est pas. Enfin, j'ai plein de défauts. Je pense pas être. Non, j'ai besoin d'un truc qui m'excite et surtout parce que c'est le fruit de mon expérience. C'est le club qui est excitant, c'est Lyon. Une banalité que je vais vous dire. Reconstruire à Lyon. Mais j'ai besoin d'être en osmose
totale avec l'actionnaire. Quand tu vas rencontrer John, tu vas changer d'avis. Tu vas voir. Lyon, Là, t'as un phénomène. Lyon, c'est le club où il y a tout à faire. Bob, Ils à ont côté, trouvé un c'est de la détail, reprise ça va être- saisonnière. Il y a des clubs où il y a tout à faire. Là, ils ont on avait tout 2 trouvé. ce soir. Saint-Etienne, il y a tout à faire. Bordeaux, il y a tout à faire. Ah, mais tout Bordeaux trouvé. et Il y en a- Saint-Etienne, c'est pas qu'il y a tout à faire, c'est les fondations carrément. Là, il faut aller chercher les packs de ciment. Non, mais t'as un profil rare quand même dans le football français, faut le dire clairement. C'est pas, il y a des gens de ton Je voyais ce matin, j'ai pris le pédigré. train avec Basile Boli et on a tapé un peu la discute et c'est exactement ce qu'il me disait. Il me disait, il faut vite que tu reviennes, les profils comme le tien sont rares, etc. Moi, je me rends pas forcément compte. Je referai pas, je vais pas repartir dans le foot juste pour être dans le foot. Moi, j'ai besoin de vraiment, alors je sais que c'est une banalité, mais de m'éclater. Et je sais que le paramètre le plus important, c'est d'être en parfaite adéquation avec l'actionnaire sur ce qu'on veut faire du club. Oui, mais aujourd'hui, tu as envie d'être directeur sportif un peu ou directeur du foot comme tu étais, ou tu as envie de porter un projet d'actionnaire plutôt comme on va dire une évolution à la Comoli, ou tu veux rester aux manettes. C'est pas les. Encore une fois, tout à l'heure, j'ai essayé d'y répondre. C'est pas les titres pour moi qui sont importants. Non, j'ai bien compris. Ni être président, directeur du foot, directeur sportif, directeur général. Je peux te dire, avec pour le coup un peu de prétention qu'à Nice, il y a des fois, j'occupais la fonction de président au quotidien, on n'avait pas le titre, bon, et vice-versa. Pour moi, c'est comment performer. Et je veux aller dans un club où on va pouvoir mettre une organisation qui, je sais, sera propice à la performance. Et moi, c'est ça qui m'importe. Alors oui, il y a des clubs qui vont plus effectivement me séduire que d'autres, peut-être. Mais puis en France, il y a aussi beaucoup de gens en poste, il y a des gens qui travaillent bien. Et il n'y a pas toujours des besoins. Pas que. Ouais, ça je vous laisse moi le dire. Mais l'actualité dans quelques instants. Il y a pas mal de choses à dire sur Lyon qui joue demain à Marseille. Beaucoup de choses sur ce match également. Donc on va débattre ensemble tous les 5. Le 32-16 est ouvert. Supporters marseillais, supporters lyonnais également. Et puis n'oubliez pas que d'ici minuit, nous évoquerons également le phénomène Football Manager qui parle à peu près à... Allez, on va dire au moins 9 auditeurs de l'After sur 10. Hein. Je pense que tout le monde s'y est au moins mis une fois, ne serait-ce que par curiosité. Donc, ce jeu de référence, qui, paraît-il, fait aussi référence dans certains clubs qui utilisent la base de données Football Manager. Julien nous dira. C'est comme ça que Julien a connu Atem Ben Arfa. C'est sur Football Manager, il connaît ça. Allez, on en débat ensemble dans quelques... Il est 23h04, Claude Makélélé nous accompagne dans l'After. Ronaldo, machin, chouette, rien à foutre. Stéphane Guéla, Daniel Riolo et là, Julien Fournier avec nous ce soir. Et Valentin de Valfoot et sa chaîne YouTube, oui. Non, parce que cette déclaration de Makélélé, c'est la Coupe du Monde 2006. Bien sûr. Dans un documentaire qu'on avait fabriqué. Exactement. Je me souviens très bien. Je me demande si je ne l'ai pas faite l'interview. Quel talent. Elle a marqué ma génération en tout cas. Oui, dans 2006, je me souviens très bien. Je me souviens de sa tête, rien à foutre. Je me rappelle plus si j'étais là, mais oui. Alors, grande nouvelle pour Lyon. Enfin, une bonne nouvelle pour Lyon. Aujourd'hui, l'OL disposera d'une enveloppe théorique de 65 millions pour recruter cet hiver. Pourquoi ? Parce que la DNCG a reçu aujourd'hui les derniers documents demandés à Textor lors de son audition là, il y a quelques jours. En gros. Documents qui devaient attester le refinancement de la dette. Et donc la DNCG a validé le nouveau budget présenté par Textor, qui intègre donc une enveloppe théorique de 65 millions. Et d'après les infos qu'on a, ça pourrait valser lourd au mercato d'hiver à Lyon. Renouvellement, mais avant ça, il faut qu'ils choisissent leur entraîneur. Visiblement, les joueurs ont envie de continuer avec Sage. Est-il à la hauteur pour prendre ce genre de décision et savoir ce qu'il faut faire maintenant et où il faut recruter ? Donc ça va être David Friot qui va mettre en route les réseaux. Et il a 3 matchs avec Louis-Jean. Et il va falloir qu'il bosse sévère quand même pendant le mercato, parce qu'en attendant, tu perds du terrain. Parce que là, tu as un match demain soir, donc il y a une sorte de bonus si tu prends un point. Mais la situation, elle est quand même... Là, il n'y a pas de match bonus, Daniel. Demain, c'est gros enjeu pour les deux et pour Lyon en particulier. D'ailleurs, sur le match de demain, l'OL a sérieusement à un moment pensé à ne pas le jouer. Et quand ils ont vu le classement, ils se sont dit bon, quand même, on va pas déconner, on va quand même y aller. Voilà, c'est ce qu'on apprend, aujourd'hui. Julien, une gestion à la Textor, c'est-à-dire Ineos, finalement, s'y ressemble peut-être un petit peu parce que le propriétaire il est pas là. Était pas là, ou très rarement là. Ineos, il y a de l'argent. Textor, tu te demandes toujours s'il y a de l'argent. Non, il y a une grande différence. Julien, tu vas me dire ce que tu en penses. Textor, il est pas là et il veut être le boss. Il veut prendre les décisions. Il appelle l'entraîneur, il discute et tout. Ineos, ils n'étaient pas là et ils ont mis des gens pour bosser. Exactement. Et ils te laissent bosser.
Exactement. Après, Ça t'es change bon, tout. ben, tu restes, t'es pas bon, tu t'en vas, ça c'est autre chose, mais ils te laissent travailler. Ah, puis il y a des moyens quand même. Tu n'avais pas de crainte quand tu allais à la DNCG avec. Non, Ratcliffe. non, aucune crainte parce à Lyon, pour l'instant, ça fait quand même, ça fait 2 fois et qu'ils puis sont là, bloqués. je Là, vois, ça y est, il y a un miracle. même peut-être c'est une déformation, mais même quand on annonce 65 millions pour le recrutement de janvier, moi j'aimerais bien être un vendeur parce que quand Lyon va arriver avec le classement qu'ils ont et puis qu'ils annoncent de partout, j'ai peur que ça leur coûte peut-être beaucoup d'argent. Donc 65 Alors, millions, c'est mal ils ont une utilisé. idée qui est une bonne idée, je pense, c'est qu'ils se disent, ils n'ont pas tort, qu'il y a l'Euro évidemment en juin, qu'il y a dans les très grands clubs beaucoup Des de mecs joueurs qui veulent se relancer, voilà, se montrer. ils ont une fenêtre de 6 mois, ce qui peut être effectivement. Je pense que c'est un Lyon levier qui a dû actionner à Et certaines Lyon époques est un aussi. club attractif, Ouais, mais, ouais, bien sûr. voilà, mais tout dépend, à mon avis, tout dépendra aussi du classement de Lyon à la trêve. 65 millions pour recruter en hiver, on sait Énorme. que c'est pas en hiver en général qu'on fait des bonnes affaires, mais est-ce qu'on peut se relancer et se sauver de la relégation avec un bon mercato hivernal? Oui. Nous, Non, mais moi aussi. l'année où Dante se blesse, par exemple, on prend Todibo, Saliba. 2 joueurs qui jouaient pas, un à Arsenal et l'autre à Barcelone. Ça va, quand tu prends un duo comme ça. Ouais. Et ouais, mais à l'époque, 18, Ils étaient jeunes, ouais. il avait 19 ans et 21 ans. Ils n'avaient pas joué depuis un an, c'était un risque, mais ça nous a changé notre équipe à ce moment-là. Ouais. Bon, donc Lyon, en étant malin, Il faut qu'ils visent ça, qu'ils se fassent péter d'autres je vais te mecs dire, Gilbert, qui jouent pas. on fera le débat dans les semaines qui viennent, mais dire que le mercato d'hiver, c'est pas vrai. Il y a des tas de coups extraordinaires Bien sûr. fait l'hiver. Bien sûr. Van Dijk, il est arrivé à Liverpool en hiver. Ouais, Le Quand t'as PSG, 84 millions à mettre sur un joueur, c'est plus non, mais- facile de faire des gros coups. Stéphane, tous les Non, ans, non, mais- tous les non, ans à mais- cette période, on cherche Oui. la liste des gros coups faits en hiver. En général, Non, mais ça parce dépasse que pas nous, les parce doigts que des nous, deux nos mains. clubs, ils n'ont pas de thunes. Mais si tu as 65 millions à dépenser en janvier, c'est facile de faire des gros coups. 65 millions à dépenser en Mais là, janvier t'as en Ligue 1, 65 t'as quand même de millions, quoi il faut faire au moins- quelque chose. Il faut au moins 3-4 bons joueurs. Allez, 3 bons joueurs. Il faut les faire venir. Ouais, non, ça va Ce qui pas me être gêne, c'est que dans les mercatos, il faut un temps soit peu anticiper. C'est compliqué d'anticiper quand tu sais pas quel va être l'entraîneur qui décide. C'est ça qui est compliqué. Après, tu peux arriver en disant j'ai 65 millions, mais à mon avis, ce qui coûte 1 euro, ils vont peut-être le payer 1,5 ou 2. Et moi, je suis un peu inquiet par rapport à ça. Pour eux. Toi, tu vois Lyon aller en Ligue 2 ? Je souhaite surtout pas que Lyon aille en Ligue 2 parce que la Ligue 1 a besoin de grands clubs. Et on a déjà Saint-Etienne et Bordeaux qui sont en Ligue 2. Moi, j'ai envie de voir une Ligue 1 avec Lyon. Après, il y a la réalité. Non, mais ça, c'est l'envie, mais la réalité de l'analyse de foot que tu es. Il y a la réalité de là où ils sont aujourd'hui, avec le nombre de points qu'ils sont aujourd'hui. Et je suis inquiet, mais je crois qu'ils le sont encore plus que moi. Mais il y a des grosses raisons d'être inquiet, bien évidemment. Valentin, Moi, j'ai une question. Quand tu vois l'effectif de l'OL, enfin moi en tout cas, quand je vois l'effectif de l'OL, pour moi, c'est pas l'effectif d'une équipe qui doit descendre en Ligue 2, même si dans le jeu c'est catastrophique. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que t'as l'impression que l'effectif est super mal construit ou est-ce qu'il est plus faible que ce que l'on pense parce qu'il y a des grands noms comme Tolisso qui est sur la fin, Lacazette pareil, il jouera pas demain d'ailleurs. qui jouera pas demain, ou est-ce J'ai du mal toujours à critiquer les autres clubs ou mes collègues parce qu'on fait tous des erreurs, etc. Mais forcément, s'ils en sont là, c'est qu'ils ont fait des erreurs. Et des erreurs, je pense, sur plusieurs années. C'est pas juste cette année que les choses ont parfois été mal faites. Mais on a vu tous les ans, il y a un club qui descend où on dit mais l'effectif, il n'est pas taillé pour descendre. Normalement, cette équipe ne doit pas descendre. Et ça se produit tous les ans. On l'a vu avec Bordeaux, on l'a vu avec Saint-Etienne. Et on l'a vu à une époque avec Nantes, on l'a vu encore plus de manière plus lointaine, mais même avec des clubs plus importants. Donc, c'est moi, souvent je pense la qu'ils ont les gestion qui moyens. fait, c'est souvent la mauvaise gestion qui fait que tu descends plus que la qualité de ton Oui, et puis ton parfois effectif. la mauvaise gestion, tu peux te planter une année parce qu'on s'est tous trompés. On a, bon, mais on peut se tromper une année. Après, il faut vite redresser. Mais la quand tu analyses l'effectif de Lyon, tu trouves qu'il est mal construit, qu'il est mal barre. pensé. Je pense que c'est dans les. Je pense qu'ils ont à un moment donné, avec l'instabilité, ils ont subi des situations. C'est-à-dire que, je pense, mais c'est une lecture complètement extérieure que je fais, quand ils annoncent qu'ils ne vont pas vendre ni Loukeba, ni celui du PSG, Barcola, Oui, Barcola. je pense qu'ils sont sincères, ils sont persuadés de les garder, etc. Et puis arrive la réalité de ce qu'ils sont. Et du coup, par exemple, ils ont vendu le jeune Ndiaye qui est à 3 aujourd'hui, que j'aime beaucoup, qui était en prêt à Bastia, qui pour moi aujourd'hui... leur ferait du bien. Leur ferait beaucoup de bien. Et du coup, ils ont rien anticipé, ils ont subi le recrutement. Dans mon point de vue, en tout cas, sur ces deux joueurs clés.
Et on revient sur ce que je disais tout à l'heure, si vous n'avez pas une organisation forte et si vous n'anticipez pas un peu les choses, vous êtes sujet à ce genre de mésaventures. Alors sur le match de demain, quelques infos. Donc de Tagliafico absent, problème à la cheville. Donc ça c'est une petite absence du jour qui n'était pas tout à fait prévue. Il y a quelques changements parce que le report du match a provoqué, vous savez, les fameux changements liés aux suspensions, pas suspensions. Ouais. Par exemple, Ndiaye qui a pris un rouge là dernier match côté marseillais peut pas jouer. Il Non. peut pas dans ces cas-là. Oui. Peut pas jouer. Non. En revanche, Balerdi qui lui pouvait pas jouer l'autre match de l'autre jour, là il peut jouer. Parce qu'il a purgé. Parce qu'il a purgé entre-temps. Voilà, faut suivre, faut connaître bien les règlements, tout ça. Donc voilà la situation. Il y a un joueur qui va jouer, c'est Gay à l'OM, qui est opérationnel. J'allais y venir. Gay est qualifié, donc c'est le retour de Gay, qui donc la fin de sa suspension. Gattuso a parlé de lui aujourd'hui, en disant qu'il bossait super bien, qu'il était très content de lui. Alors bon, on va sans doute pas le voir titulaire. Mais moi, quand tu as un match comme ça qui est reporté pour ces raisons-là, tu reprends la feuille de match et ça doit être la même. C'est ce que font les Espagnols. C'est logique. Ça me paraît. Les Espagnols, ils reprennent parfois un match arrêté, ils reprennent à la minute. Moi, je comprends pas que tu récupères des joueurs qui n'étaient pas dispo ce jour-là, que tu puisses faire jouer des mecs qui étaient blessés. Non. C'est pas normal. Après, si tu as une épidémie et que tous les mecs sont blessés le jour du report, en l'occurrence, je pense que c'est plus 1 ou 2 joueurs qui peuvent manquer. Ok, là, que tu as le droit numériquement de les remplacer pour la feuille de match. Oui, mais sinon, que tu récupères des mecs qui n'étaient pas là, je trouve que c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, concernant la sécurité demain, interdiction de supporters de déplacement des Lyonnais. Lyon qui pourrait bien avoir une sanction suite au comportement de ses supporters lors du match de l'autre jour qui ne s'est pas joué. Rappelez-vous, là, les saluts nazis, les gars qui brandissaient les passeports, insultes et compagnie. Lyon a mené une enquête très précise au sein de ses propres supporters, donc en expliquant avoir identifié des gens. Voilà, donc tout ça suit son cours. Le club de l'OL a été dans cette affaire très très actif pour faire la chasse donc au comportement déviant. Les mecs qui étaient rentrés dans le vélodrome là. Ouais. Exactement. Donc ça c'est important de le préciser. Mais bon, malgré tout, il pourrait y avoir une sanction pour le club. Tout ça s'est passé à l'intérieur du stade. Voilà pour le match de demain. Vous voulez dire un autre truc sur le match de demain ou on peut passer à la suite? Bon. On peut dire qu'Arsenal vient de marquer à la 97e minute et qu'ils vont gagner 4-3 à Luton. Fin de match complètement dingue d'Arsenal. Le deuxième 4-3 en 3 jours en première ligue. 97e. Tu comprends après pourquoi il y a un peu de sous là-bas. 2-4-3. Incroyable. Declan Rice. Dernière info marseillaise, Dimitri Payet a déclaré dans la Provence aujourd'hui que oui, il allait avoir une reconversion au club, mais il ne sait pas quand. Voilà, quand il arrêtera de jouer. Julien, t'es d'accord pour reprendre Payet ou pas? Ils font tous des reconversions. T'as Papin, il a fallu lui filer un truc. Boli, il a fallu lui filer un truc. Au bout d'un moment, ces postes honorifiques, moi, si on m'explique pas à quoi ça sert, je vois pas. Non, mais il peut y avoir des belles reconversions. Il peut y avoir, moi je pense à un garçon comme Steve Mandanda, j'espère au fond de moi que le jour où il arrêtera, il viendra, mais pour servir le club. Mais un vrai poste. Non, mais si on identifie une fonction, bien évidemment. C'est juste pour servir le champagne. Non. Ok, mais alors dans ces cas-là, on crée une sorte de comité des sages, ambassadeurs. Les mecs qui seront là, ils se baladent avec les chocolats, les champagnes en loge. Mais il faut que ce soit clair. Là, je suis d'accord. Papin, il était à chaque fois assis à côté de Longoria. Il faisait quoi en fait? On n'a jamais su. D'ailleurs, à tel point que là, maintenant, ils ont foutu avec la réserve. Ok. Libère la place à côté de Pablo. Moi, c'est quoi? Toi, tu vas à la réserve maintenant. Au moins, c'est courageux de la part de Papin parce qu'il là, il va au feu. Tu vois moi, j'aime bien. Il n'est pas content, Papa. D'ailleurs, il n'est pas content d'y aller. Il n'est pas content d'y aller. Là, en l'occurrence, c'est vraiment. Excuse-moi, je reprends l'image. T'étais le président, tu regardes à ta. Ah, c'est toi qui es assis là. Vas-y, casse-toi. Il y a un autre mec qui va prendre ta place là. C'est quoi cette histoire? Voilà. Et là, il y a Mehdi Benatia qui arrive. J'ai rien contre lui. Aucun problème. J'attends le moment où il va expliquer ce qu'est sa fonction. Il a rendu 2-3 services quand même ces derniers mois, donc ils peuvent le récompenser un peu. Mais on doit comprendre quelle est sa fonction quand même. Il est venu pourquoi? Il est. Et quoi? DS, non? Il est remplaçant de Ribalta? Non, remplaçant de Frio. Ok, j'ai compris. Il n'en a pas le titre. C'est pas comme ça. Le titre, il a changé. Le titre, c'est conseiller spécial. D'accord. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Conseiller spécial, c'est un film d'espionnage. Je pense qu'il vient apporter une vraie expertise foot parce que je veux dire, en quelques mois, il est parti Ribalta, il est parti Frio, il est parti Mathieu Louis-Jean, parti des recruteurs. Heureusement qu'ils prennent des gens l'OM pour nourrir le cerveau. Tu sais toi pourquoi Frio, Ribalta sont partis alors que c'est fidèles de Longoria? Je sais pas. Bah voilà.
Dernière info, Kondogbia n'était pas à l'entraînement cet après-midi, donc est-ce qu'il jouera demain Pour l'instant, pas d'infos supplémentaires. Valentin, toi qui es supporter canet, je sais pas, tu prendrais Jérôme Rotten comme ancien à Caen? On a Nicolas Sub qui est revenu. Nicolas Sub qui est revenu. Donc, il nous a fait rêver quand même. Il nous a gagné le premier match depuis 6 mois. Ouais, mais le résultat est là, mais le contenu est encore catastrophique. C'est très compliqué. Commence pas, Valentin. Attends, on n'a pas gagné un match depuis 6 mois, donc quand même, gagnons un match, quoi. C'est très bien de gagner, mais attends, toutes les équipes normandes c'est dur. Alors du coup, Caen quand même, c'est notre folie. Attends, Stéphane, il est très Caen. Mais pas le Havre. Il est pas du tout le Havre. J'ai remarqué ça. On est des Normandie. On est des bas normands. Non, on aime bien le Havre. Un Caen, le Havre, je suis pour Caen. Voilà. Un Caen, le Havre, je suis pour Caen. Très bien. Dans un instant, un autre dossier important. Sauf si Le Guen entraîne le Havre. Mais ça, c'est autre chose. Alors là, c'est vraiment. Ça, c'est spécial pour Daniel. Non, je te mets un cas. Si Guy Stéphane entraîne le Havre et Le Guen entraîne Caen. Là, je suis dans la merde. Dans un instant, les déclarations du jour d'Oudéa Castéra sur les déplacements de supporters. Julien a vécu aussi des problèmes liés au match arrêté, aux supporters, à la gestion de ces phénomènes de foule. On va en débattre ensemble dans quelques minutes avant de parler ensuite de foot. 23h21. Tout à l'heure, Football Manager au programme. Le phénomène Football Manager, comment les clubs utilisent le jeu, comment le jeu évolue, etc. On fera le débat ensemble avec Stéphane Guy, grand utilisateur de Football Manager, Daniel Riolo, Valentin de Valfoot et ça arrive juste après YouTube. Il y a d'abord YouTube et après Football Manager. et après ensuite Twitter, Instagram. Voilà. T'es au top. Alors. Évolution sur les déplacements de supporters, bien sûr, suite au drame de ce week-end à Nantes. Il a été décidé aujourd'hui qu'il n'y aurait plus aucun déplacement de supporters sur les matchs à risque d'ici au 18 décembre. Pourquoi ? Parce que le 18 décembre, il y a une grande réunion avec l'instance nationale du supporterisme. Il y a une journée le 20, donc bon, à quelques jours près, je ne vois pas pourquoi il y aurait des déplacements tout à coup le 20, parce que c'est la dernière journée avant Noël. Il y a des nouveaux éléments dans l'enquête concernant ce qui s'est passé à Nantes. En 2 mots, je vous le dis, enquête aujourd'hui ouverte pour violence aggravée, destruction contre des supporters de Nantes. Donc les fameux supporters qui ont entouré les VTC, qui ont dégradé certains taxis. Aujourd'hui, l'avocat du chauffeur VTC mis en cause s'est exprimé en défendant son client. Vous avez toutes les infos sur rmcsport.fr. Enfin, ce qui est important, c'est la décision là sur les déplacements de supporters. Julien, tu as vécu des problèmes, évidemment. C'est récurrent. Donc, évidemment, quand on est dirigeant de foot, forcément, un jour ou l'autre, ça arrive. Voilà. Est-ce que, parce que on se souvient de l'épisode du pauvre Jean-Pierre River perdu, là, le fameux jour du Nice-Marseille. Est-ce qu'on se sent totalement démuni quand on est à la tête d'un club, quand il se passe un truc comme ça ? Ou est-ce que malgré tout, on a le sentiment d'avoir raté quelque chose ? C'est très compliqué. Je pense que le premier sentiment, c'est de se sentir démuni, surtout quand il y a de la violence. Là, c'est même plus de la violence, c'est un mort. Je trouve que d'ailleurs, on n'en parle pas, on n'en a pas assez parlé. Et aujourd'hui, on est face à un mort dans le foot français. Donc, effectivement, il y a il faut qu'on prenne des décisions qui vont pouvoir changer les choses. Moi, pendant des années, et je pense que j'avais tort, alors, je pense qu'on a constaté une forme de déresponsabilisation des services de l'État année après année. Je me souviens à l'époque, la loi Pasqua, moi, quand j'étais jeune, c'était la police qui était dans les stades, et puis petit à petit, ils en sont sortis. Et quand j'étais à la tête des clubs, je trouve qu'on sanctionnait toujours les clubs et je ne comprenais pas parce que je considérais parfois que le club aussi était victime de l'agissement ou de ses supporters. On nous enlevait des points, on avait des fermetures de stade, etc., etc. Sauf que, parce que quand on est dirigeant, on n'est pas toujours là aussi lucide ou objectif. Je considère aujourd'hui que moi, tout ce qui se passe à l'intérieur du stade, bien évidemment, c'est de la responsabilité du club. Avec le soutien des services de police si nécessaire, mais c'est la responsabilité du club. En revanche, aujourd'hui, à l'extérieur, et les drames qu'on a eus ces derniers temps, à savoir l'œil de Fabio Grosso et le mort à Nantes, c'est à l'extérieur du stade. Ouais, mais là, avant d'en arriver là, je termine. Oui, mais tant mieux, on va pouvoir débattre. Mais il faut aussi que, et on l'a vu à l'organisation de la Coupe d'Europe au Stade de France, quand c'est la faute des services de l'État, on minimise un peu les choses. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, bien évidemment, il faut interdire les déplacements, il faut que l'émotion retombe, on est face à un mort, donc il faut que tout ça redescende, il faut qu'on trouve les bonnes solutions, mais ça se fera qu'ensemble. Ce n'est pas les clubs qui sont les mauvais ou les clubs d'un côté, les services de l'État de l'autre. Il va falloir qu'il y ait une vraie
collaboration profonde entre les clubs et les services de l'État, de manière réelle. Ouais, et justement, je pense que sur ce plan-là, ceux qui se sont trop souvent défaussés, c'est les clubs et les dirigeants des clubs. Oui. Quand tu parles de responsabilité, tous les cas sont différents, les clubs ne sont pas tous gérés de la même façon, donc on ne peut pas tout mettre dans le même sac. Évidemment, on le sait tous, s'il y a eu un mensonge d'État autour de la finale de la Ligue des Champions, c'est clair, c'est net. La théorie, c'est les Anglais, machin, ça a été un mensonge horrible. On passe là-dessus, responsabilité totale de la France dans l'organisation de cette finale. Mensonge de Darmanin. Oui. Bah, de la France, il est ministre, donc Oui. c'est la France. Non, Voilà. mais me le citer. Oui, si tu voulais préciser, mais tu as eu raison de le préciser. Les clubs, pour la plupart, connaissent tous les assos. Ils connaissent les leaders des assos et ils sont en dialogue permanent avec eux parce qu'il y a sans arrêt un donnant-donnant, un deal permanent pour vous avez le droit de faire ça dans le stade, vous n'avez pas le droit de faire ça dans le stade, vous pouvez rentrer dans le stade pour préparer vos tifos, vous ne pouvez pas rentrer à tel moment. Ils se connaissent. Donc, soit les dirigeants arrivent avec les associations de supporters à canaliser les activités des supporters et à également gérer les débordements violents, soit les associations de supporters se défaussent en permanence en disant « Ouais, mais c'est les mecs à la marge, c'est pas les mecs de chez nous. » Ça, c'est l'excuse qui tombe tout le temps. C'est pas des mecs à nous, c'est pas ceci, c'est pas cela. Ok, une fois, deux fois, trois fois, vous n'êtes pas capable de gérer, les gars. Honnêtement, ça va nous tomber dessus, les sanctions. Parce que l'État, ils vont taper sans réellement réfléchir. Ça va être un huis clos qui emmerde tout le monde. Ça va être des... Donc, soit il y a une collaboration véritablement étroite des clubs qui met à disposition... Dans le cas des Lyonnais, là, je crois qu'ils ne savent pas depuis des années qu'ils avaient des excités qu'on a vus au Vélodrome arriver, là. Depuis des années, ils le savaient. Mais apparemment, il y a même des interdits de stade qui ont pu rentrer dans le stade. Donc là, pour le coup, c'est pas la faute de l'Olympique Lyonnais. Oui, mais l'OL, ils connaissent, ils ont couvert pendant des années. À Saint-Etienne, on sait très bien comment sont constituées les deux franges de supporters. On sait ce qui s'y passe. Tu sais, nous, vendredi, je le racontais hier, on devait aller au Red Star. Les dirigeants se sont couchés devant les franges extrêmes de leurs supporters pour pas que j'y aille. Donc, quand tu veux pas réellement soit bosser avec eux ou quand tu es débordé, parce que en fait c'est très difficile la gestion des supporters, parce que dans le même temps tout le monde sait que c'est une valeur économique, les groupes ultras, pour l'ambiance qu'ils mettent dans le stade, parce qu'ils rapportent par leur consommation à l'intérieur du stade ou des produits du PSG, même si c'est plus les touristes qui consomment, surtout à Paris. Mais néanmoins, ils font partie de la vie économique du club quelque part. Donc tu peux pas sans arrêt leur taper dessus. Et il n'est pas question de leur taper dessus, parce que moi je les défends. Moi, quand il n'y a pas de débordement violent, moi je serai toujours le premier défenseur des ultras et de leur cause et de ce qu'ils représentent dans le football. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut canaliser. Il faut être à la frontière, il faut être un garde-frontière. Daniel, comment tu expliques ? Je ne dis pas que c'est facile, mais le dirigeant ne peut pas tout le temps se défausser en disant c'est l'État qui doit gérer. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais et comment tu expliques qu'aujourd'hui, je crois que le mouvement ultra le plus fort ou le plus puissant en Europe, c'est en Allemagne. Et donc il y a des ultras partout en Allemagne, les stades sont pleins et il n'y a pas de problème. Où il y a très peu de problèmes comparativement à la France. Pourquoi les manifestations de rue, des syndicats et tout dégénèrent jamais, ou même carrément les manifs, il n'y en a pas tellement ils arrivent à dialoguer avant. C'est un problème culturel. Parce que les Allemands, ça parle. Les Français, c'est violent. Ouais. C'est toujours violent. Quand il y a une manif dans la rue, moi je pense que... Et y compris dans le foot, il y en a encore eu la semaine dernière à Francfort. Tu as raison, et ça n'arrivait pas. Ouais. Mais globalement, ils sont quand même tout le temps plus dans le dialogue et dans le fait de prévoir. Toi qui as été aux affaires à Nice, est-ce que tu regrettes, a posteriori, une attitude trop complaisante avec les groupes ultras? Non, mais non, alors après, vous allez me croire ou pas, et puis libre à vous, mais on n'a jamais été complaisant. Bien sûr qu'on est obligé d'être dans la discussion. On est obligé d'être dans la... Le soir de l'incident, Jean-Pierre River, il est catastrophique. Bien sûr que ce soir-là, vous êtes complaisant, un autre évidemment. Sujet. La question que me pose Stéphane, c'est d'une manière générale. Donc, on ne peut pas couper le dialogue avec nos supporters. Moi, aujourd'hui, quand je lis et que j'entends que la solution, c'est d'interdire les déplacements de supporters, c'est vrai à court terme, mais ça me rend triste parce que le foot, ça doit pas être ça. Et je pense qu'il y a la place, s'il y a une réelle volonté à la fois des clubs, bien évidemment, mais des autorités, et que les autorités prennent en charge tout ce qui se passe à l'extérieur des stades. Et je rajoute un point qui, pour moi, est important. Quand le Tour de France est organisé, il y a des forces de police. C'est l'État qui les met à disposition gratuitement, entre guillemets, le football. Et moi, j'ai rien contre ça, mais les clubs payent les forces de police. Il ne faut pas que les gens pensent, que nos auditeurs pensent, si on réclame plus de forces de police, que c'est le contribuable qui les paye. Non, les clubs de foot, qui sont des PME,
paye les effectifs de police. Et je pense qu'il faut peut-être plus d'effectifs. Alors, pareil, il faut contextualiser. Aujourd'hui, c'est pas un discours qui est audible, c'est pas un discours qui est tenable, parce qu'en plus, on est dans une période avec le terrorisme, etc., où bien évidemment, il y a des priorités. Donc, il faut que le foot puisse, pendant un temps, peut-être, interdire les déplacements, etc., etc. Mais il faut qu'on arrive à avoir des solutions. Et ça ne passera, et j'en ai terminé, que par une étroite collaboration entre les clubs, la Ligue, bien évidemment, et les pouvoirs publics. Toi, tu te déplaces beaucoup dans les stades en Europe, là, Valentin. Tu constates de grosses différences ? Pas tant que ça. Justement, là, j'étais à Leverkusen et je me suis pas senti en sécurité. Alors pourtant, j'avais un maillot de Leverkusen, mais je me suis retrouvé dans une rue avec des ultras de Leverkusen habillés tout en noir, cagoule, etc. Pas très loin de leur bar. Et ils ont compris qu'on parlait français. Et on a dû partir assez rapidement parce que c'était un peu chaud pour le coup. Et donc ça m'a un peu marqué, alors qu'en France, j'ai jamais eu de soucis. Mais ouais. Donc y a pas, en tout cas, moi, j'ai jamais ressenti vraiment de différence entre la France et l'étranger. Après, j'ai pas non plus une expérience. T'es pas allé dans le monde entier. Exactement. Bon. Comme Gilbert. Ça se passe comment au Libéria, Gilbert ? Il n'y avait pas trop de monde dans les tribunes, bizarrement. Dans un instant, Foot Manager. Les gars, sujet très attendu sur Direct Studio. Hein. On nous dit même, j'ai même un témoignage sur Direct Studio, on m'a dit j'ai créé l'équipe du Rio Licence sur Football Manager, j'ai tout gagné. Je sais pas si ça fonctionne. Le FC Rio Listan. Le FC Rio Listan. Magnifique. Il manquait plus que ça.